Bonsoir chers tous, bienvenue dans l'émission Afrique Edu sur la chaîne télé École 100% dédiée à l'éducation. Aujourd'hui, nous aborderons une thématique sur la dépression avec un expert dans le domaine, Monsieur Massamba Nying. Bonsoir. Bonsoir Fanta, merci pour l'invitation. Bienvenue dans l'émission. Merci. Très bien. Alors aujourd'hui, on entend parler de Monsieur Massamba Nying. Qui est-il réellement? Bon, Massamba est un psychopraticien, thérapeute, je dirais psychothérapeute, et coach formateur certifié en développement personnel. Donc, mon travail repose sur l'aide pour aider les gens à surmonter le défi, le trauma, entre autres à guérir le trauma, pour dire simple. Ok, super. Alors, le thème d'aujourd'hui repose sur la dépression. C'est quoi la dépression? La dépression est une réelle maladie psychique, une réelle trouble psychique, contrairement à ce que beaucoup pensent, que c'est une simple paresse, ou ne pas être motivé ou enthousiasmé à faire quelque chose, c'est au-delà de ça. C'est une réelle trouble psychique comme d'autres, comme le stress, l'angoisse, et qui impacte l'humeur, les pensées, les émotions et l'ensemble des systèmes de l'organisme, en tout cas dans une certaine mesure. Okay. Très bien. Alors, à quel moment peut-on dire qu'une personne est en dépression? Bon, on peut dire une personne est en dépression si les symptômes remontent de plus de 2 semaines, disons environ 15 jours. Là, on peut dire que la personne est dépressive. Par là, force est de préciser qu'il y a une différence entre la déprime et la dépression. Ok, et c'est quoi la différence? Si les symptômes persistent, comme j'ai dit, au-delà de 2 semaines à 15 jours, là, on parle de dépression. Mais si c'est passagère, là, on parle plutôt de la déprime. De la déprime, hein? Ouais. Très, très bien. Vous aviez parlé des symptômes. Quels sont les symptômes? Quels sont les signaux qui peuvent alarmer que une personne est peut-être en dépression? Oui, il y a plusieurs signaux. Il y a des signaux, je dirais, cognitifs, des signaux émotionnels, comportementaux. Et souvent, les premiers signaux qui nous montrent que cette personne est dépressive, c'est qu'elle perd goût à la vie. À la vie, ok. Ouais, elle perd goût à la vie. Elle est obnubilée par une tristesse profonde, par un déséquilibre affectif émotionnel. Okay. Elle se sent pas à l'aise, elle ne veut rien faire, elle perd motivation. Voilà les différents signaux. Et sur le plan aussi comportemental, c'est une personne en général qui a des comportements d'évitement social, qui n'a pas envie de fréquenter les autres, qui se prend en retrait sur lui-même. Et là, elle est troublée et elle souffre en catimini. Ok, donc là, est-ce qu'on peut dire que les personnes qui aiment la solitude sont généralement des personnes qui souffrent un peu de dépression? Pas forcément. Ça, c'est autre chose. Ça dépend de l'attitude, de la personnalité, le caractère de l'individu. Il y a des personnes extraverties, il y a aussi des personnes introverties. Donc, naturellement, il y a des personnes qui sont calmes, qui aiment la solitude, et pour autant, pas forcément qu'elles sont dépressives. Dépressives, hein. Ok. Alors, mais comment l'Afrique perçoit aujourd'hui la dépression? Parce que très généralement, on peut passer par des moments de dépression où on perd goût à la vie, on n'a même plus envie de sortir, d'aller à l'école, d'aller au travail, et très souvent, il y a des jugements. Évidemment. On va se dire, il est paresseux, elle est paresseuse et autres. Donc, du coup, comment l'Afrique perçoit cette maladie-là aujourd'hui? Voilà, c'est une question très, très importante parce que quand on parle de santé mentale, c'est pas une dimension qui est intégrée dans nos réalités sociales. Okay. En Afrique, je dis, bien évidemment en Afrique, vous voyez que tout ce qui parle de stress, dépression, angoisse, c'est mal perçu. En tout cas, oui. Maintenant, en Afrique, souvent, quand une personne est dépressive, les gens peuvent passer naturellement, c'est une attaque mystique, où la personne est juste paresseuse, exactement. Elle est juste impolie, je ne sais pas, qu'elle a un mauvais caractère, il y a des jugements, une stigmatisation, qui ne dit pas son nom, alors que c'est totalement faux. La personne est troublée sur le plan psychique, elle a des troubles d'humeur, et si ça persiste, c'est d'urgence. Sinon, ça peut dériver à beaucoup de choses. Pas tout est lié. L'être humain est un système. Okay. Les émotions, les pensées, les comportements, entre autres, tout est lié. Si une personne, par exemple, a des troubles psychiques, des névroses, une sorte de déséquilibre affectif, si cela persiste, il n'y a pas d'intervention par un professionnel, ça peut dériver, par exemple, à des maladies
comme les goitres, les cancers, entre autres. Ok, les cancers. Évidemment. Mais la tendance commence à changer. Ok. La tendance avec ces réseaux sociaux, la tendance, les gens commencent à comprendre, à oser parler de cela qui jadis était un sujet tabou. Bien, très bien. Vous aviez dit tout à l'heure les troubles psychiques. C'est quoi? C'est troubles de personnalité, comportement, c'est quoi exactement? Évidemment, quand on parle de troubles psychiques, vous savez, l'être humain, c'est des dimensions. Il y a la dimension extérieure, il y a les dimensions intérieures. Et le caractère d'une personne, c'est sa manière de penser, de sentir les choses et d'agir. Donc, il y a une dimension extérieure. Quand on est malade, maladie physique et autres, fièvre, je dirais, vous allez à l'hôpital, n'est-ce pas? Bien. Maintenant, quand vous êtes troublé sur le plan intérieur, sur le plan affectif, émotionnel, là, ça peut être des dépressions, des stress, des angoisses, des névroses. C'est ça que j'appelle communément les troubles psychiques. Sur le plan cognitif et émotionnel. Émotionnel. Très, très bien. Alors, mais c'est quoi réellement les causes de la dépression? Oui, il y a plusieurs causes. Hein. Il y a tellement de causes différentes. Mais la première, je dirais, que beaucoup ignorent, est génétique. Évidemment. Ah bon, génétique, la dépression? Évidemment, parce qu'il y a des individus qui sont prédisposés à la dépression. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont hérité de leurs aïeux, de leurs parents qui étaient dépressifs. Et de ce fait, ils ont ces gènes et sont plus susceptibles, sont plus vulnérables à sombrer. Il y a d'autres causes comme les facteurs extérieurs, comme vous le savez, les difficultés de la vie, les aléas, les épreuves, la perte d'un être cher, la perte d'un amour, par exemple, un divorce, entre autres, quelle qu'elle soit l'épreuve, ça peut, si on n'a pas de soutien surtout, ça peut nous pousser, ça peut nous déprimer. Et si ça continue, les symptômes persévèrent là, on va sombrer dans la dépression. Ok. Ça, c'est quand même incroyable. Mais est-ce que l'alimentation aussi peut jouer un rôle dans la dépression? Effectivement, à coup sûr. Et je dirais un rôle fondamental, l'alimentation. Vous savez, nous devenons ce que nous mangeons. Nos dents creusent notre tombe. Parce que si je prends l'être humain, je peux dire, c'est ces trois dimensions, le corps, l'esprit et l'âme. Donc, en réalité, l'alimentation, au-delà de nous nourrir sur le plan physique, impacte aussi notre état mental, notre hygiène mentale, notre santé mentale et spirituelle. Mais comment l'alimentation peut affecter notre état mental, spirituel? Pourquoi? Mais bon, parce que ce que nous mangeons, c'est ça qui détermine en réalité ce qui nous anime, nos énergies, entre autres, ce que nous mangeons. Maintenant, si par exemple, je dirais la nourriture morte, comme j'ai l'habitude de dire, la nourriture morte ne peut pas vivifier l'être humain. Seule la nourriture vivante vivifie l'être humain. Maintenant, quand vous mangez de la nourriture morte, de la même façon que ça peut impacter votre santé physique, de cette même façon, ça peut impacter votre santé mentale et spirituelle. Tout est lié. Donc, pour éviter cela, il faut de la nourriture saine, la nourriture bio, naturelle, issue de la nature, qui vivifie l'être humain parce que c'est une nourriture vivante. Ce qui risque d'être un peu difficile, hein, parce qu'aujourd'hui, de nos jours, presque tous les produits sont industrialisés et autres. Mais crois-moi, c'est possible. C'est juste un choix. Parce que les gens qui disent, non, c'est pas possible, je ne peux pas manger tel type d'aliment, j'ai pas d'argent. S'ils tombent malades, ils partent à l'hôpital. On les dit, si vous laissez pas tel aliment, tel type de nourriture, si vous ne changez pas, là, c'est la mort directe. Hein. Ils changent complètement, ils commencent à manger des fruits et des légumes. C'est un choix. C'est un choix, exactement. Qui demande des sacrifices et des bonnes habitudes alimentaires. Des bonnes habitudes alimentaires. Mais est-ce qu'il y a un âge pour la dépression? Il y a un âge pour la dépression? Pas forcément. Comme j'ai dit, il y a des gens, naturellement, sont prédisposés. Et d'autres, on n'a pas la même résilience. Donc, un enfant peut être dépressif? Effectivement. Oui, évidemment. Mais, vous savez, nous sommes plus vulnérables, susceptibles. Pourquoi? Parce que l'enfant est plus dans le lâcher-prise. Exactement. L'enfant peut, comment dirais-je encore, être en colère en quelques minutes, quelques secondes. Il va reprendre, aller jouer, il lâche. Avec ses amis. Mais nous, on accumule, on refoule des traumas jusqu'à ce que ça peut nous faire sombrer dans une dépression profonde. Donc, nous sommes plus vulnérables, mais autant, ça ne veut pas dire
que ça ne peut pas affecter aussi les enfants. Ok. On voit des enfants aussi dépressifs souvent. Ok, très bien. Mais est-ce que il est possible de guérir de cette maladie-là? Évidemment. C'est ça, nous, notre rôle. C'est ça, Ok. je pense, notre travail, dans une certaine mesure, repose sur la guérison des traumas, des troubles psychiques, comme la dépression, le stress, entre autres. Donc, c'est bien possible. Ok, mais comment par la thérapie? Est-ce que seulement la thérapie suffit ou ça dépend des cas? Oui, la première chose, c'est d'éviter de tomber dans la dépression. Mais comment éviter? Mais est-ce que c'est justement la question Avant de parler de guérison, ouais. La question arrive, mais bon, on va... Je réponds donc. D'accord. Par exemple, effectivement, j'ai eu plusieurs cas comme ça, mais après ils sortent parce que tout est là, hein. Tout est là. C'est-à-dire si nous changeons de perception, la vérité autour des choses changera. Vous pensez si des événements vous arrivent, vous pensez que c'est les événements en soi qui vous plongent dans cette souffrance macabre, dans la dépression. Mais non. Votre manière de le percevoir. C'est pas les choses qui vous arrivent qui vous rendent malheureux en réalité. C'est votre manière de les concevoir, de les percevoir. Donc, un nouveau état d'esprit crée une nouvelle personnalité et une nouvelle personnalité crée une nouvelle réalité personnelle. Donc, bien évidemment, si le patient vient avec des accompagnements, des méthodes thérapeutiques, on peut le sortir de la dépression. J'en ai vu tellement de cas. Ok, donc c'est possible, hein, si ça vient d'un coach, d'un expert, on y croit. Bien possible, évidemment. Parce qu'avec tout ce qui se passe dans la société, on se dit, mais est-ce que c'est finalement possible? Parce qu'il y a toujours un problème. Évidemment. Il y a toujours un problème qui nous arrive. Mais là, donc, évidemment, force est de préciser aussi, il y a plusieurs types et formes de dépression. Ok. Il y a de ces dépressions sévères. Là, c'est au niveau des psychoses. C'est le domaine de la psychiatrie. Mais si c'est le domaine des affects, des émotions, ce qu'on appelle communément, ou la psychanalyse appelée jadis, les névroses, ça c'est à notre niveau. Si c'est des dépressions comme ça, on peut aider aux patients de les surmonter. Et même souvent, même je vois des gens, ils ne vont pas aller voir un spécialiste, un professionnel comme nous, mais ils arrivent avec le soutien des proches, ils arrivent de s'en sortir et de passer sur autre chose. C'est juste un changement d'état d'esprit, d'une part. Si c'est pas trop sévère, je dis bien. D'accord. Justement, mais est-ce que il y a des méthodes très simples mais efficaces qui peuvent aider à sortir de la dépression, par exemple pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens de venir voir un coach, Massamba par exemple. Donc, quelles sont les méthodes les plus simples et efficaces là, qu'on peut mettre en pratique? J'ai précisé d'abord quelque chose avant, si vous me le permettez, avant de répondre. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, il faut faire la différence entre le rôle du coach et le rôle du psychothérapeute ou de d'un thérapeute. Parce que les gens ont des problèmes, on va aller voir des coachs. Mais le coach aide la personne, évidemment, mais il n'est pas spécialisé à guérir les affects, les traumas, les troubles psychiques. Quand on parle de dépression dans le sens vrai du terme, là, il faut aller voir un spécialiste de santé mentale, comme les thérapeutes, les psychothérapeutes, les psychologues, entre autres les psychanalystes, les psychiatres. Maintenant, évidemment, tout ce qui concourt à permettre à l'être humain d'avoir une bonne hygiène mentale, une bonne santé mentale peut aider à guérir la dépression. Par exemple, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les formes de méditation qui vident l'esprit. Il y a plusieurs formes, mais la méditation peut beaucoup aider l'activité physique. Et j'insiste sur ça, le sport. Le sport. J'insiste encore sur ça, le sport. Le sport. Ouais, c'est tellement important. Et vous voyez, beaucoup de jeunes ne pratiquent pas le sport. Mais le sport t'aide à prémunir et peut aider aussi à sortir de la dépression. Et le fait d'avoir des relations sociales saines. L'être humain est un être social. Il a besoin d'être bien entouré. Cela peut aider. Et beaucoup d'autres techniques thérapeutiques plus approfondies, évidemment, qui aident à soigner ces traumas. D'accord. C'est les techniques, on peut au moins savoir une ou deux techniques, ou bien ce sont des secrets professionnels. Je dirais, par exemple, l'écriture thérapeutique. L'écriture thérapeutique. Donc écrire. Par exemple, il y a une épreuve, la perte d'un être cher, qui peut être un choc véritablement douloureux à surmonter. Donc là, si par exemple, vous avez des épreuves douloureuses comme ça, vous pouvez écrire, par exemple, l'expérience en question. Après, les émotions qui t'animent. Comment tu l'as vécu sur le plan affectif. Après, les pensées que cela a éveillé en toi et
ce que cela te pousse à faire ou ce que cela t'a poussé à faire. Donc, le schéma, tu as mis à la lumière le schéma. Tu as mis à la lumière l'inconscient et tu reprends tes forces, tu deviens maître de ta vie. Donc, l'écriture thérapeutique peut aider. Maintenant, si tu as des frustrations, entre autres, des pensées sombres, suicidaires, écris tout cela, le lire à haute voix devant le miroir, brûler le papier, imaginer de la même sorte que cela disparaît en toi, dans ta vie, pour aider l'être humain véritablement à évacuer ses émotions. Il y a des techniques comme ETDE, effacer les traumas, digérer les émotions, mais ça, c'est des techniques pratiques en psychothérapie qu'on peut utiliser, je vous dis, en quelques minutes, hein, pour guérir même des phobies. Hein. Ok, mais comment ça se fait ça se fait là, c'est des formes de méditation, mais guidées. Après, on va appuyer dans des points, comment dirais-je encore, on va appuyer là où est bloquée l'émotion, parce que l'émotion a un cycle vasomoteur. Par exemple, si je vis une épreuve, hein, qui m'a beaucoup choqué. Donc, je sens une émotion éveillée. La colère, la tristesse, la peur, entre autres. Ou un sentiment aussi. Si c'est pas évacué, l'émotion se bloque dans certaines parties du corps spécifiques. Si l'émotion se bloque là-bas, l'émotion n'est pas achevée. Le cycle vasomoteur de l'émotion n'est pas achevé. Et là, donc, le trauma se forme. À la longue, si l'émotion reste à bloquer là-bas, un trauma se forme. Maintenant, avec cette technique, quand on fait fermer les yeux, on guide le patient. On voit là où l'émotion monte. On le demande, vous le sentez où? Il nous dit là où il sent des sensations physiques. Par là, il y a des choses à faire. Ça, c'est secret. Et là, on pourra évacuer l'émotion. La personne ouvre les yeux. Elle est complètement sidérée. Tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué. Et à partir de là, ça peut être guéri d'un coup. C'est des techniques qu'on applique dans les thérapies cognitives comportementales, entre autres. Ok. Ça, c'est super, hein. Waouh. Même moi, je suis en train d'apprendre. Mais est-ce que, pour revenir à la question, est-ce que c'est possible de se protéger de la dépression aujourd'hui? Avec tout ce qui se passe. Ouais. Je pense que, et c'est très simple, hein. C'est pas compliqué. Pour se protéger de la dépression, c'est pas compliqué. Je parle de l'expérience personnelle. M'a appris que le bien-être, la santé mentale, l'épanouissement, tout ça, ça dépend de ton mode de vie. L'être humain doit apprendre à créer de bonnes routines productives. Manger bien l'alimentation, un sommeil de qualité, faire du sport, avoir un bon entourage, de la bonne nourriture alimentaire, de la bonne nourriture mentale, de la bonne nourriture spirituelle, et tu es prévenu. Maintenant, ça, c'est des résolutions que tu vas prendre. Parce que de la bonne nourriture mentale, c'est pas aussi simple. La nourriture mentale, tout ce que nous expérimentons par nos sens, particulièrement ce que nous voyons, ce que nous entendons, indirectement, dans le conscient, elle va déterminer nos pensées. Et la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos pensées. Donc, les personnes que nous fréquentons, les gens de discussion que nous avons, les livres que nous lisons, surtout, j'insiste sur cela, les vidéos que nous regardons, les réseaux sociaux, là, comment nous l'utilisons, tout cela va déterminer notre nourriture mentale, si je peux l'appeler ainsi. Et cela va déterminer notre santé mentale. Donc, il faut aller vers une utilisation bien choisie, méticuleusement choisie de ces réseaux sociaux et mettre en place des routines productives comme le sport, de la bonne alimentation, de la bonne nourriture et un sommeil de qualité. Et là, je t'assure, c'est du alhamdoulilah, je dirais. Mais c'est quoi un sommeil de qualité? Est-ce qu'on doit forcément dormir 8 heures par jour? Parce que il y a certaines personnes, à cause de leur rythme de vie, du travail, ils ne peuvent pas respecter les 8 heures par jour. Donc, est-ce qu'il faut forcément dormir ces heures-là, ce nombre d'heures-là pour être en forme? Ah, Fanta, tu es inspirée, hein? Mais c'est une très bonne question. Parce que vous entendez souvent, on nous parle on doit dormir 8 heures. Et la croyance populaire, le commun des mortels, croit dur à cela. Alors que c'est pas vrai. Ça, c'est la moyenne. Par exemple, on n'a pas la même horloge biologique, la même profondeur, qualité de sommeil. Donc là où vous, si vous n'êtes pas sportif, si vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas équilibré intérieurement, vous n'avez pas la paix intérieure, là où vous dormez 8 heures, je peux dormir 5 heures ou 6 heures, récupérer plus que vous. Ça vous arrive pas un jour de dormir, vous dormez pas assez d'heures que vous avez l'habitude et pourtant vous vous sentez mieux, bien, parce que vous avez bien récupéré. Donc, le sommeil dépend de la sécrétion hormonale
la sécrétion des hormones comme la mélatonine, la sérotonine, le cortisol, la dopamine entre autres, et des neurotransmetteurs. C'est ça qui équilibre cette symbiose hormonale. Et là, l'individu pourra dormir en profondeur. Et pour qu'il puisse avoir cette symbiose hormonale, il faut un équilibre intérieur. Pour cet équilibre intérieur, le sommeil, il faut savoir que le sommeil est sacré. Le sommeil est réparateur. Oui. Le sommeil, donc, doit se préparer. Mais sur les réseaux sociaux, scroller, aller directement au lit. Dormir, mais évidemment, tu pourras pas dormir non plus. Il faut se préparer. L'activité physique. Qu'est-ce que vous mangez avant de dormir? Combien d'heures sépare votre dîner à aller au lit, au sommeil? Tout cela va jouer sur la qualité de votre sommeil. Évidemment. Waouh. Donc, même moi, je sens que je dois porter un peu d'ordre. C'est la discipline. Parce que c'est la discipline. C'est la plus grande forme d'amour propre, la discipline. La discipline. Ouais. La discipline. C'est difficile, hein, mais on va y arriver. Inch'Allah. Alors, est-ce qu'il existe des structures au Sénégal adaptées au traitement de la dépression civile, lesquelles, par exemple? Évidemment, commencer par ma structure quand même. Ok, votre structure. Donc, évidemment, il y a plusieurs structures. Il y a la structure NECOM, par exemple. Oui. C'est la oratoire, mais il y a aussi du DPSO et de la thérapie de groupe. Vous venez voir, moi, c'est du domaine privé. Vous venez me voir dans mon cabinet, l'éveil des consciences aussi. Je dans cette dynamique, je pourrais aider. Mais pour dire vrai, les structures les plus connues, il y a des hôpitaux psychiatriques, des hôpitaux psychiatriques plutôt. Il y a l'hôpital de Fann, l'hôpital d'Al-Diam. Il y en a beaucoup, hein. Il y a du domaine privé, il y a aussi les hôpitaux psychiatriques. Domaine psychiatrique dans les hôpitaux, ils peuvent vous aider. Il y a tellement aussi aujourd'hui des psy et des thérapeutes, des psychothérapeutes qui peuvent aider les gens qui souffrent de dépression. D'accord, c'est très très bien. Alors, comme on dit, hein, toutes les bonnes choses ont une fin. Évidemment. Nous sommes arrivés à la dernière question. Quel parcours d'études suivre pour devenir un psychologue ou encore un professionnel de la santé mentale? Oui, évidemment, il y en a beaucoup d'écoles. Aujourd'hui, il y en a beaucoup d'écoles de formation. Mais quand on parle de psychologie, c'est un diplôme universitaire académique. Par exemple, vous partez à l'université, vous suivez le département de la psychologie. Bon, ça fait quelques années de cela. C'est ouvert à la faculté de lettres. C'est psychologie, sociologie et philosophie. Et c'est combien d'années d'études? Bon, c'est 5 ans, c'est master 2, c'est 5 ans. Vous faites votre soutenance, vous vous spécialisez. Après le master, vous vous spécialisez, hein. Psychopathologie, psychologie clinique, entre autres. Il y en a des spécialisations. Et après, il y a des écoles de formation. Mais bon, je vois pas au Sénégal, mais à l'extérieur, il y en a beaucoup. En psychothérapie, il y a beaucoup d'approches psychothérapeutiques. Il y a aussi des écoles pour être thérapeute. Ouais, tout cela, ça existe aujourd'hui. Que vous pouvez faire, par exemple, en ligne ou en présentiel. Si vous partez en Europe, il y en a beaucoup d'écoles. Et aussi des écoles de psychanalyse, la psychanalyse freudienne, lacanienne, jungienne, que j'ai fait. Moi, je suis un psychanalyste jungien, par exemple. C'est aussi dans le domaine des psy, il y a 5. Il y a les psychanalystes. Il y a les psychologues. Il y a les psychiatres. Il y a les psychopraticiens. Il y a les psychothérapeutes. C'est différent. Mais le commun des mortels, on a tendance à comprendre. on dit que psychologue. Oui, psychologue. Mais vous entendez les blancs vous dire, je vais aller voir mon psy. Parce qu'ils savent qu'il y a une différence. Il y a 5. Encore tout est différent. Le corps qui est plus adapté, pas plus, mais qui est adapté réellement pour guérir les traumas, c'est les psychothérapeutes. Les gens qui sont formés en psychologie et qui sont spécialisés en thérapie. Tu peux être formé en psychologie, mais tu n'es pas habilité à faire des thérapies individuelles pour aider les gens, parce que c'est pas ta spécialité. Mais quand tu fais une formation annexe, après ton diplôme de psychologie, bien évidemment, tu peux devenir psychothérapeute. C'est les personnes qui sont habilitées à guérir les traumas. À guérir les traumas. Ok, très bien. Merci beaucoup, coach, pour ces éclairages essentiels. C'était très intéressant, ce petit temps que nous venons de passer ensemble. Ah, c'est un réel plaisir d'être invité ici. Et encore une fois, merci. C'est à moi de vous remercier, coach. Alors, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Afrique Edu. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et portez-vous bien.